Je vais dormir comme un bébé. La tête dans le sac, un film de Gérard Lauzier, ce soir à 23 h sur TF1. Bonjour, comme d'habitude, on jette un petit coup d'œil sur les prévisions météo de Catherine Laborde. Des orages violents vont éclater à nouveau dès cet après-midi du sud-ouest jusqu'à la frontière belge. On reparlera des orages d'ailleurs dans un instant. Ailleurs encore du soleil avant l'arrivée de petites pluies par la Bretagne. Au bord des plages pour les vacanciers, eh bien l'eau était à 17 degrés ce matin à Wimereux et à Plougonvelin, 19 à Pornichet et un magnifique 22 degrés. Et la mer à Biarritz, en Méditerranée, 21 ou 22 degrés également avec des drapeaux verts presque partout. Hier soir, donc, il y a eu de très gros orages très spectaculaires. Par exemple, du côté de Poitiers, dans la Vienne. En quelques minutes, il est tombé jusqu'à 30 cm d'eau, pas loin du Futuroscope. Des routes ont été coupées, quelques voitures ont été bloquées dans un tunnel et les caves du petit village de Chasseneuil, notamment, ont été inondées. Il a fallu évacuer aussi une quarantaine de personnes d'un camping. Des orages qui perturbent également l'agriculture. C'est l'époque des moissons. Elles sont loin d'être terminées. On commence, par exemple, à moissonner les champs de blé. En Touraine, Olivier Bertrand et Pascal Chély. On est presque sous les orages. On va faire le plus vite possible. C'est souvent, ça arrive quand même, c'est orage d'été, oui, quoi. C'est la deuxième année de suite là qu'on est embêté par les orages. C'est un peu la galère. L'orage éclate sur le sud de la Touraine quelques minutes plus tard. Repli général pour les moissonneurs, sous la pluie. Si les machines restent dans les champs, elles risquent de s'embourber. Il y a des branches de cassées un peu à droite à gauche et puis comme ici, il a tombé beaucoup d'eau. On s'est fait prendre un petit peu de vitesse. Ils avaient annoncé des orages, mais sur la Touraine, apparemment, ça a l'air d'avoir passé un peu plus vite que prévu. Si ça continue dans le temps comme ça, on va avoir beaucoup de problèmes. Premier souci des agriculteurs, sous la pluie, il est matériellement impossible de moissonner. Le blé a un taux d'humidité trop élevé et le grain ne se sépare plus de son enveloppe, la balle. Autre conséquence, la baisse du rendement et donc du revenu, car les orages couchent une partie de la récolte. Après, ça mouille davantage, les pieds au contact de la terre, et puis ils germent, quoi. On va peut-être attendre 2 ou 3 jours. Apparemment, la météo a l'air d'être assez mauvaise, enfin disons, d'annoncer de l'eau pour les 2 ou 3 jours qui viennent. Alors, il faudra sûrement attendre ce temps-là, au moins ce temps-là, plus une journée ou deux de séchage, quoi. Un retard d'une semaine pour le blé serait aujourd'hui encore acceptable. Au-delà, les céréaliers commenceront sérieusement à s'inquiéter. Trop mûr, trop humide, le grain noircit et ne vaut plus rien du tout. Toujours dans l'actualité liée à notre vie quotidienne, peut-être une baisse de la TVA l'an prochain sur les travaux du bâtiment de 20,6%. Elle pourrait passer à 5,5% avec une étape à 14 ou 15. De quoi alléger sérieusement les factures des entreprises et des artisans. Il faudra quand même que la Commission européenne l'accepte. Ce serait la seule baisse d'impôt prévue en France pour l'an 2000. À Bordeaux, Jacques Imbert et Serge Cléraud. Dans cette maison individuelle en construction à l'ouest de Bordeaux, plus de 5 corps de métier travaillent tous les jours. Pour l'entrepreneur qui les coordonne, cette activité intense sera encore renforcée par une baisse de la TVA. Tout ce qui va dans le sens d'une baisse de TVA va dans le sens d'une augmentation du chiffre d'affaires du bâtiment. Donc la partie impôt passe dans la partie travaux, ce qui va créer sûrement des emplois et ce qui va sûrement créer un volume de travail plus important. Et le premier bénéficiaire, bien sûr, c'est le client. Si la TVA baisse de 5 points, c'est 5 points de moins sur sa facture et des travaux en plus. On nous fait vivre l'entourage de l'œil de bœuf. Je serai dans les derniers sûrement à avoir la 26. En tout cas, je le souhaite aux futurs acquéreurs. Moi, c'est clair que j'aurais aimé au moins avoir un petit peu d'économie pour me payer quelques matériaux supplémentaires. Les artisans, eux, y voient un avantage immédiat au-delà des chantiers plus nombreux. C'est la baisse possible du travail au noir. Il y a un petit peu de travail au noir parce que dans la mesure que les gens ils ne veulent pas payer beaucoup de TVA. Et à ce moment-là, si elle baisserait, ça serait beaucoup plus intéressant pour tous. Pour l'instant, cette baisse n'est qu'à l'état de projet qui devra d'ailleurs recevoir l'aval de Bruxelles. Mais ce sera sans doute l'une des grosses mesures fiscales dans le prochain budget. Et ça se confirmera sans doute à la rentrée. Autre réforme, celle de l'État, avec un comité interministériel. Aujourd'hui, le gouvernement veut renforcer l'efficacité des administrations. Ça passe par l'accueil et aussi par une simplification, une diminution des paperasses inutiles. Il reste beaucoup de chemin à faire. À la préfecture de Moselle à Metz, reportage de Dominique Hennequin et Joseph Gordillo. Comme toujours au début des vacances, le hall d'accueil ne désemplit pas. Une carte grise, un passeport nécessaire pour voyager
Les usagers qui ont enfin le temps d'entreprendre des démarches se retrouvent tous au même endroit, au même moment. Plantes vertes, fauteuils et bureaux isolés ont été aménagés pour éviter l'énervement collectif. Les relations de part et d'autre du guichet se sont nettement améliorées. À l'époque, nous recevions les personnes, disons, à la queue leu-leu, hein, et depuis que les box ont été aménagées, donc les personnes ont l'impression, disons, d'être reçues individuellement. On se sent quand même plus à l'aise, même s'il faut attendre, on est quand même mieux reçu et finalement l'attente se passe mieux. Mais les délais sont quand même encore longs. Pour une carte grise, 1 heure, c'est quand même long. Vous avez votre pièce d'identité? Et après 1 heure d'attente, une pièce manquante vous renvoie parfois à la case départ. Cet usager qui vient retirer une carte grise pour un parent n'a pas de pièce d'identité. Il prend le refus de l'agent avec philosophie. Je pense que c'est normal. On ne peut pas donner un document comme ça à n'importe qui, surtout un document de cette importance. Avec la fin de l'anonymat des prestations, les usagers pourront bientôt mettre un nom sur leur interlocuteur, un plus d'humanité qui devrait permettre d'améliorer encore les relations. À l'étranger maintenant, de nouvelles manifestations hostiles au président Milosevic en Serbie. Hier, la police avait empêché qu'une pétition circule à Belgrade. Ce matin, violents incidents dans l'ouest du pays, vous le voyez, à Valrevo. 2000 manifestants ont attaqué la mairie et ont été repoussés à coups de matraque. Le principal leader de l'opposition serbe estime qu'on est prêt à la guerre civile et qu'il faudra 2 ou 3 mois pour faire tomber le président Milosevic. Et puis dans le Kosovo voisin, sachez que selon l'UNICEF, la moitié des écoles ont été détruites pendant les 11 semaines de bombardement. L'autre moitié a été pillée. Autre manifestation, elle continue en Iran, plus que jamais, malgré l'interdiction des autorités. Hier soir, une 50aine d'étudiants avaient été arrêtés par la police anti-émeute. Malgré cela, nouveau rassemblement ce matin et nouveaux affrontements très violents à Téhéran. Naïda Nakad. Cette nuit était une des plus violentes qu'a connue Téhéran en 6 jours de manifestation. Sur ces images de la télévision iranienne, on voit des étudiants lancer des pierres sur les forces de l'ordre. À en juger par l'ampleur des dégâts autour de l'université, ces émeutes ont duré longtemps et ont certainement fait des blessés. La police avait prévenu par haut-parleur depuis un hélicoptère qu'elle allait intervenir si les manifestants ne se dispersaient pas. Les étudiants se sont affrontés alors aux forces anti-émeutes qui ont lancé des gaz lacrymogènes avant de donner l'assaut à la cité universitaire. Selon un participant à ce mouvement que nous avons pu contacter ce matin, des centaines d'étudiants ont entamé une grève de la faim à l'intérieur de l'université, mais la manifestation qu'ils avaient prévue en fin d'après-midi a été annulée, même si plusieurs jeunes sont encore descendus dans les rues de la capitale aujourd'hui. On apprend que quelques-uns d'entre eux auraient tenté d'investir le siège du ministère de l'Intérieur à Téhéran il y a quelques minutes et que la police aurait tiré en l'air. Toujours dans l'actualité internationale, la suite de la visite en France du roi Hassan II du Maroc, le souverain et l'invité d'honneur de notre pays pour le 14 juillet. Hier soir, tête à tête à l'Élysée avec Jacques Chirac et ce matin, Hassan II, vous le voyez, a été reçu à l'hôtel Matignon par Lionel Jospin. Ce sont d'ailleurs des soldats de la garde royale marocaine qui ouvriront le défilé demain matin sur les Champs-Élysées. Une première pour des troupes étrangères depuis la Libération. Un défilé avec plus de 4000 hommes, les avions du Kosovo, la garde républicaine et ses chevaux, les chars, la Légion. Aujourd'hui, pas de répétition pour les soldats, mais une journée de découverte et de visite de Paris. Reportage Cyril Offray et Philippe Leroux. 2 bateaux-mouches affrétés tout spécialement pour l'occasion, le gouvernement militaire de Paris se transforme en tour opérateur le temps d'une croisière. Chaque année, 5000 militaires, toutes armes confondues, montent à Paris pour le défilé. Pour certains, c'est une première. C'est la première fois, je découvre, c'est charmant. Ah là, c'est un peu les vacances, c'est la fin de notre service et donc on en profite. Un petit brin de vacances, ça fait pas de mal de décompresser, quoi. Et pour assurer l'ambiance à bord, rien de tel que la musique militaire qui resserre les rangs et galvanise les troupes. Là, vous voyez, c'est la décompression et ça fait le plus grand bien. Et de jouer sans être garde à vous et de se faire applaudir. Et dans cette visite, c'est sympathique et on se relâche. Les monuments défilent sans toujours captiver l'attention de nos jeunes militaires qui préfèrent de loin tester leur popularité auprès des Parisiens et des touristes de passage, comme un petit avant-goût du grand jour. La journée du 13 est en général consacrée justement, c'est une journée de relâche, une journée de détente. Et étant donné l'ambiance qu'il y a, j'ai l'impression qu'ils seront capables d'assumer demain, oui, sans difficulté. Retour à quai en musique et en donnant de la voix, cet après-midi, suite des réjouissances avec les visites du Sénat, de la Tour Eiffel et des catacombes.
Demain, autre atmosphère pour le défilé qui sera retransmis comme d'habitude en direct sur TF1 avec Jean-Claude Narcy et Charles Villeneuve. Une fête nationale qu'on commencera à célébrer dès ce soir dans la plupart des communes avec les petits bals, les fanfares et les feux d'artifice. D'ailleurs, hier, des fusées ont explosé dans la mairie d'une commune, près de Béthune, dans le Pas-de-Calais. 4 personnes ont été blessées, dont un gravement. Pour fêter le 14 juillet, on lancera aussi beaucoup de pétards ce soir et demain. Attention, c'est dangereux. Quelques conseils avec Fabrice Collaro et Stéphane Rodriguez. Voilà, ce sont des pétards que l'on allume sur une boîte d'allumettes. On frotte sur la boîte d'allumettes et on le lâche rapidement. On ne le garde pas dans la main. Ils en achètent tout au long de l'année, mais à l'approche du 14 juillet, les achats deviennent vraiment plus nombreux. Pour ce magasin parisien, par exemple, cette période estivale représente 30 à 40% du chiffre d'affaires annuel. Il y a les artifices de toutes sortes, réservés aux adultes, mais les plus jeunes, eux, ont leur préférence. Pour les enfants, bien évidemment, ce sont surtout les pétards et puis un type de produit bien spécifique qu'on appelle le fumigène, donc qui, comme son nom l'indique, fait de la fumée, donc des différentes couleurs. Et celui-ci n'est pas dangereux en soi, donc ce qui est un gros avantage. Les pétards ne sont en effet pas dangereux à condition de respecter les règles d'utilisation. La première chose à faire est donc de lire attentivement la notice du produit. Ensuite, il ne faut jamais faire ceci, à savoir l'allumer dans la main. On pose l'engin sur le sol avant d'enflammer la mèche avec une allumette et non un briquet, le bras bien tendu pour garder ses distances. Car ne l'oublions pas, les comportements irresponsables peuvent entraîner des accidents. Ou si vous dirigez cette chandelle vers quelqu'un, la personne peut prendre effectivement une étoile sur son corps. En règle générale, ces produits sont utilisés en été, donc vous avez peu d'habits sur vous. Et effectivement, la personne peut être brûlée. Il faut absolument les mettre dans un récipient et ne pas les tenir à la main. Il faut qu'effectivement on soit sûr du fait que le produit puisse partir. Et en plus, ça permet, au-delà de cet aspect-là, mais de pouvoir allumer le produit et ensuite de se retirer vivement. Attention donc à bien respecter les consignes d'utilisation et comme ça, le 14 juillet restera pour tout un chacun synonyme d'amusement. Le Conservatoire du Littoral porte plainte après l'installation de 500 caravanes de gens du voyage sur un site naturel protégé en Bretagne. Les agriculteurs de la région ont bloqué les accès aux dunes de Kerema à Tréflès dans le Nord Finistère pour que d'autres caravanes n'arrivent pas. 2000 gens du voyage sont réunis en ce moment pour une fête religieuse où ils doivent procéder à des baptêmes en mer dimanche prochain. 60 000 personnes toujours privées d'eau potable dans plusieurs villages du Pas-de-Calais. L'eau du robinet est contaminée depuis plusieurs jours, presque une semaine, par des produits dérivés de l'éther. Il s'agirait d'une pollution accidentelle. À propos d'environnement, il y a une région où on mise sur lui pour accueillir les touristes et pour les retenir. C'est la Côte d'Opale et la Côte Picarde qui se battent pour préserver la nature. Fini les opérations immobilières qui défigurent là-bas qui défiguraient le bord de mer. Reportage de Sophie Rac et Jean-Pierre Mantis. Sur les plages de la Manche dans les années 70, il y avait du sable, du vent, du soleil et du béton. Les immeubles y poussaient comme des champignons. Aujourd'hui, écologie oblige, villes et villages ont fait marche arrière. D'autant que le Conservatoire du Littoral a déjà racheté 50% des terrains du bord de mer, les rendant définitivement inconstructibles. Désormais, le fonds de commerce, c'est la nature. Aux promoteurs immobiliers d'en tenir compte. Il y a beaucoup d'opportunités foncières, il y a de nombreux promoteurs immobiliers qui sont intéressés, mais nous ne souhaitons pas un tourisme à n'importe quel prix. Il faut que ce tourisme soit un tourisme qui respecte l'environnement et qui respecte aussi le développement du littoral. Alors, place au nouveau village bien intégré dans le paysage. Ici à Vimereux, une première réalisation a vu le jour en 1996. L'an prochain, une deuxième tranche de près de 300 maisons est déjà programmée. Un peu plus au sud, sur la côte Picarde, même préoccupation. Il s'agit de trouver un bon équilibre entre nature et urbanisation. Il y a quelques mois, le village de Belle-Dune était créé de toutes pièces sur un ancien marécage. Une architecture inspirée du style balnéaire picard du siècle dernier. Et bien sûr, aucune voiture, écologie oblige. Mais il a fallu être très persuasif. Au départ, beaucoup d'hostilité dans la politique de préservation des milieux naturels, tandis que personne n'y voyait une valeur touristique importante. Aujourd'hui, je pense que les choses sont mieux comprises, que la nature est une valeur qui est devenue rare et donc qui est devenue chère. Aujourd'hui, 200 maisons sont disponibles à la location. Il y en aura 500 en décembre 2000. L'environnement, le cadre est très charmant. Le lac à côté, les activités, la plage pas très loin. Il est vrai que c'est un très bon contexte pour passer de bonnes vacances. Et si les maisons sont aussi proches les unes des autres, c'est pour occuper le moins d'espace possible au bénéfice de la nature. 10 hectares seulement ont droit à une urbanisation sur 250.
Français, Belges et Britanniques sont de plus en plus nombreux à vouloir vivre dans cet environnement tout en profitant d'un confort réel. Aussi, d'ici 5 ans, une dizaine de nouveaux villages de loisirs devraient être construits entre la baie de Somme et Calais. Ça nous amène aux vacances elles-mêmes avec le difficile travail des facteurs en ce moment dans les zones touristiques, dans les maisons, les résidences ou les campings, des dizaines de milliers de lettres à distribuer avec des adresses parfois approximatives. Tournée d'une factrice à Hendaye, au Pays Basque, avec Stéphanie Lebrun et Annie Lassablière. Dites que j'ai une petite information. J'ai reçu un courrier de Madame de Gentes. Un retour de vacances anticipé, un changement d'adresse pour le mois de juillet et surtout des centaines de nouveaux noms à mémoriser. L'été n'est pas de tout repos pour les facteurs du bord de mer. Étant donné qu'il y a énormément d'estivants et tout ça, bon, il y a des mauvaises adresses. Il faut rechercher plus ou moins avec les voisins si ils les connaissent. Mais c'est vrai que des fois, c'est très embêtant. En été, la population d'Hendaye est multipliée par 4. Et le volume de courrier décuple. La tournée de Véronique sera donc très longue. Alors c'est parti pour combien de temps là? Pour 3 heures. 3 heures de temps et j'ai 26 km de tournée. 26 km pour distribuer 15 campings et centres de vacances, des résidences secondaires et des locations. Un itinéraire que Véronique découvre où l'attendent des touristes qu'elle doit apprendre à connaître. C'est pas trop dur ça justement de ne pas avoir ce contact avec les gens l'été? On y arrive quand même, on y arrive. Bon, c'est vrai que même dans les campings, on est... Bonjour madame. Oui, attendez. Non, rien du tout madame. Merci. Bonne journée. Plus que les résidences, Véronique préfère les campings. Dès qu'ils voient le facteur, c'est ouais, j'ai du courrier, tout ça, même si on ne les connaît pas. On donne disons, à la réception. Mais c'est vrai qu'à force, quand ils nous voient, c'est tous les jours. Alors quand il pleut, ils nous plaignent. Quand il fait beau, ils sont contents de nous voir parce que déjà en plus ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, nous sommes un bureau où il y a beaucoup d'hommes. Et on est quelques femmes, alors ils sont très contents, surtout ici, de voir des filles faire facteur. Ouais, c'est quelqu'un d'attendu, le facteur, dans le camping? Absolument. On a déjà 2 ou 3 clients qui sont passés. Et ils sont en vacances, ils ne tiennent pas compte de la montre, mais ils attendent souvent des courriers importants. À demain. En bonne factrice, Véronique n'a pas une minute à perdre. Elle doit continuer sa tournée de cartes postales et de souvenirs de vacances. Autre genre de travail pendant tout l'été pour beaucoup d'enfants, les devoirs de vacances. Bien sûr, ils permettent de ne pas complètement oublier ce qu'on a appris pendant l'année scolaire. En général, ça se passe plutôt dans la bonne humeur. À Saint-Raphaël, dans le Var, Olivier Santiki et Christian Chapelier. Aurélien a découvert l'informatique à 6 ans, aujourd'hui il en a 10, et ses devoirs de vacances, il les fait tout naturellement sur son ordinateur. Je travaille parce que j'en ai besoin, mais ça fait un petit peu un jeu aussi. Comment ça, un jeu? J'apprends en jouant parce que je clique, je place des chiffres sur des tableaux. Maths et français pendant une demi-heure à 1 heure tous les jours, ça n'a l'air de rien comme ça, mais pendant les vacances, ça compte. Surtout quand les copains jouent derrière la fenêtre. Alexandre fait partie de ces heureux, il a 11 ans, entre en 6e, et ses parents n'ont pas voulu gâcher son séjour en résidence de tourisme. Ils sont assez pris, hein, ils ont des horaires quand même, ils sont pris le matin à l'après-midi, donc on a décidé que on laissait un petit peu les devoirs de côté. Je pense qu'il n'aura pas la tête à ça de toute façon. Et les parents vont se fâcher, donc on le laisse comme ça cette semaine. Évidemment, tous les enfants n'ont pas cette chance. Christelle, 10 ans, sera en classe de CM2 à Clermont-Ferrand à la rentrée scolaire, mais elle est passée de justesse. Depuis 3 ans, elle travaille sur des devoirs de vacances, mais l'hôtel où elle est installée avec ses parents cette année propose bien d'autres tentations. Alors, ça a marché? Je comprends pas celui-là. Tu comprends pas celui-là? Le matin, par exemple, je fais le devoir de vacances et l'après-midi, je joue. Et t'aimerais pas jouer toute la journée? Si, un peu, oui. C'est pas rigide du tout. Pas rigide du tout. C'est-à-dire, on a prévu au pied levé de s'en aller, le devoir de vacances reste de côté, et puis tiens, on a un petit moment, tiens, une demi-heure de devoir de vacances, on laisse, on reprend, voilà. Christelle a très vite rejoint la piscine. Demain, elle rouvrira son cahier de vacances pour faire surtout du français et moins des maths, parce que les maths, c'est plus difficile. Mais chut, c'est un secret. Surtout, ne le répétez pas à sa maman.
On revient à l'actualité elle-même avec encore des images impressionnantes qui nous viennent de Pamplune, en Espagne, où la feria continue. C'est la 7e journée aujourd'hui, avec de nouveaux lâchers de taureaux dans les rues de la ville. Un Espagnol a été encorné et grièvement blessé à la jambe ce matin. 7 autres spectateurs, dont un Américain et un Français, ont été piétinés par les taureaux. Bien sûr, ça fait une vingtaine de blessés depuis le début de cette feria de Pamplune. On repart au bord de la mer maintenant pour nous arrêter quelques instants dans ces boutiques de plage bien sympathiques qu'on trouve presque partout. On y trouve un nombre invraisemblable d'accessoires de vacances, des maillots de bain, des lunettes, des seaux, des pelles, bien sûr, ça va avec, des ballons ou des cannes à pêche, dans l'une de ces boutiques qui existe depuis 30 ans à Nice et qui s'est adaptée aux tendances. Reportage de Gabriel Nata et Christophe Pardina. Ce magasin d'articles de plage du Cros de Cagnes existe depuis plus de 30 ans. Mais ici, les choses ont bien changé. On ne vend plus d'asticots, un peu moins d'épuisettes ou de chapeaux de paille. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 articles différents en stock dans cette boutique. Dans ce magasin, vous avez de tout. Vous avez des planches, vous avez des animaux gonflables, des bateaux, des maillots de bain, enfin, en passant de la carte postale jusqu'à la chaussure. Ici, on ne craint pas les grandes surfaces. On a diversifié l'activité. Même les jeunes viennent acheter maillots de bain ou accessoires de plage dans la boutique des vacances. Voilà, c'est formidable. Parce qu'il se trouve qu'il me fallait un maillot et j'en avais pas. Donc je suis venue boire un café juste à côté. C'est agréable, c'est sympa. Il n'y a pas beaucoup de monde, on a le temps. Il y a des cabines d'essayage. Puis c'est tout près de la mer. Voilà. C'est bien les petits magasins comme ça? Ouais, c'est super. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses à choisir. Il y a beaucoup de choix pour la mer. Le lieu est convivial, les clients sont souvent des habitués qui reviennent tous les étés. Ils considèrent même la vendeuse comme une amie de vacances. Ils vous appellent comment? Par mon prénom, Nadine généralement, ou est Nadine, c'est tout. Et vous les reconnaissez? Oh, tout à fait, sans problème, sans problème. C'est quelque chose de super de revoir sa clientèle revenir vers moi et ne pas aller ailleurs, c'est quelque chose d'important. Ce petit commerce de plage plutôt prospère vient de s'agrandir. Et pour la première fois depuis sa création, il restera ouvert, même une partie de l'hiver. On abandonne la Méditerranée une seconde pour partir maintenant à l'île de Ré, à côté d'un petit village, le petit village d'Ars, où il y a une vaste étendue de marais salants en partie abandonnés. On y trouve une plante traditionnelle des bords de mer, elle est délicieuse, la salicorne. C'est en ce moment la récolte. Reportage de Dominique Thouard et Jean Bettelet. Les oiseaux crient ce matin d'été sur les marais salants de l'île de Ré. Ils sont dérangés par la présence humaine, des touristes matinaux sur leurs vélos et quelques silhouettes accroupies autour des bassins d'évaporation. Une activité paisible, un travail insolite qui dure du 15 mai à la fin juillet. Je suis en train de ramasser la salicorne, je la trie, je me fais de l'argent de poche. Puis au lieu de rester rien faire ou devant la télé, je préfère être dans les marais. C'est joli, c'est calme. D'habitude, en cette saison, les sauniers rétais ramassent le sel. Mais les pluies et les orages ont rempli les bassins. 6-7 cm d'eau douce, impossible de récolter. Les hommes en profitent pour entretenir les murets et vérifier l'état des marais. La meilleure période, c'est quand même juin, juillet et mi-août. Déjà là, on a pris la moitié de juillet sans récolte de sel. C'est quand même assez important quand même, sur la production. Si on laisse faire le temps et le climat et le vent, je pense qu'on ne fera pas de sel pendant au moins facilement plus d'une quinzaine de jours. Donc, dans ces cas-là, nous, on a une autre activité, c'est la récolte de salicorne. On va s'y mettre tout de suite. Un groupe de sauniers, une quinzaine environ, a donc décidé de récolter ensemble la salicorne, cette plante sauvage qui pousse toute seule sur les marais abandonnés. Leur projet démarre à peine, les objectifs sont modestes, mais le cœur y est. Femmes, enfants, amis, tous cueillent et trient les pousses les plus tendres. Ce qui se passait autrefois avec les anciens, c'est que les gens travaillaient beaucoup en communauté. Ça s'est un peu perdu parce que les gens sont devenus un peu plus individualistes. Et je crois que ça fait plaisir aux anciens de voir un peu des jeunes se regrouper à travailler en commun. Travail et dégustation. C'est bon. C'est un petit peu salé, mais c'est bon. 1 tonne de salicorne devrait être mise en bocaux cette année, marinée, épicée par les femmes de sauniers dans leur cuisine. On aime manger de la salicorne, donc on voulait aussi faire découvrir aux gens ce goût, ce que peut nous apporter la salicorne. Et puis surtout, je pense que c'est pour une activité donc secondaire
de façon à ce qu'on puisse vivre totalement donc, de la salicorne, du sel, d'ici quelques temps. Quand la plante rougit et durcit, la cueillette est finie. Avec un peu de chance et de soleil, l'eau des bassins va s'évaporer et la récolte de sel va commencer. Progressivement, les marais de l'île de Ré sont défrichés. Des jeunes s'installent n'espérant qu'une chose, vivre dans la nature, dans cet espace unique, plat et mouillé, entre les oiseaux, le vent et la lumière. Très belles images. Après la salicorne, des plantes plus classiques peut-être dans les jardins potagers. Comme tous les mardis de l'été, on continue notre petit tour de France de jardins magnifiques. Aujourd'hui, jardin potager et fleurs le long d'une belle rivière du Tarn, le Cérou, où sont allés Marie-Geneviève Lemoine et Christian Barthès. J'étais pas jardinier, j'étais mineur. Mais enfin, après la mine, on travaillait le jardin. Il faut y être tous les jours. Hein. Oui, parce qu'il y a l'herbe qui pousse, il faut y être. Hein. Depuis 10 ans, Henri a pris sa retraite à Monestier dans le Tarn. Cultiver son potager est devenu sa seule préoccupation. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train de buter les haricots, comme j'ai buté les tomates. Puis après, je mets les tuiles, comme je fais, et j'arrose au milieu. On ne mouille pas la plante. L'avantage, c'est que ça pousse mieux. Ce n'est que si on mouille la plante, on donne la maladie aussi aux plantes. Le milieu, vous voyez. Un champignon tenace. L'été, Henri passe 2 heures par jour pour arroser à la main tout son jardin. Et le reste du temps, il bêche, sème, repique ou plante. La première chose, c'est les pommes de terre au mois de mars. Puis après, au mois de mai, les tomates, les courgettes, les poireaux, tout ce qu'il y a, les carottes. Quoi de plus banal? Mais pour Henri, c'est l'essentiel. Voilà, ça c'est des salades fraîches, c'est frais, comme légumes. Il fait bon vivre dans ce potager. À Kifabou, là il fait bon en occitan, invite le jardinier à une pause. Et bien voilà, maintenant on va prendre un peu de repos, hein. Parce que c'est fatigant quand même le jardin, hein. Voilà. Je regarde mon potager et je regarde si ça pousse bien. Un peu plus loin, dans la vallée du Cérou, c'est encore le paradis des potagers. Il s'anime dès 5 heures le matin. Henri évite ainsi la chaleur de la journée où les températures flirtent avec les 35 degrés. J'ai un puits et de ce fait, on a l'eau à volonté. Il faut tourner la manivelle. Le matin, là, je prépare pour planter des choux. Des choux d'hiver, oui, il faut déjà penser à l'hiver. On n'a pas commencé à peine l'été qu'on pense déjà à l'hiver. Henri, le novice, est devenu au fil du temps Henri le pro. Aujourd'hui, il cultive tous les légumes et il en est fier. La fraise fait partie des fruits que je préfère. Mais je ne la mange jamais l'hiver. Je la mange la fraise l'été. Si Henri retrouve ses racines terriennes, il met aussi dans son potager une touche de fantaisie. J'aime bien, de temps en temps, entre un massif de légumes, une petite rangée de fleurs. Ça coupe un peu le jardin, ça a le charme du jardin. Et on profite des bouquets. Dans ce coin de potager, l'entraide est reine. Entre René, Michel, Jackie ou Marcel le doyen, on se donne des conseils, on se passe des plans et on a les mêmes plaisirs. Ça fait bien plaisir de récolter. Quand on a travaillé et semé, c'est le principal, quoi. Et le jardin, pour vous, ça représente quoi? Un passe-temps et sortir de la maison, surtout. Ce que je dis, je crois, c'est de vivre avec les plantes. On est là, on vit avec elles, on les soigne, on les dorlote, je crois que c'est le vrai secret des jardiniers, d'avoir l'amour du jardin et l'amour des plantes. Pour ces 4 amis, le potager rythme les jours, les mois, les saisons. C'est un lieu de bonheur, un havre de paix. Et un magnifique potager. Tout à l'heure, on repartira dans la nature, on ira en montagne, mais d'abord, une parenthèse avec un festival de musique assez insolite, musique du Far West à Mirande, dans le Gers. On y attend 100 000 visiteurs, toute la ville se met dans l'ambiance, vous allez le voir, avec ce reportage de Bernard Gély et Marc Bulka. Un petit problème avec Mirande, musique du Far West, festival qui commence en ce moment, on y attend 100 000 visiteurs. Bernard Gély. Mirande, dans le Gers, revêt les couleurs de l'Amérique, celles du western et de la musique country. Monsieur le maire donne l'exemple. Le voici shérif de sa commune de 4000 habitants. Pendant 6 jours, jeunes et moins jeunes sont conviés à des concerts et des animations. Il y a plus de 60 ans, on a une journée gratuite
On a un tour de voiture américaine gratuite. On est obligé d'y aller. On a manqué un soir, peut-être. Le 14 juillet, on ira au bal Musette. La commune et ses environs se mobilisent pour accueillir plus de 100 000 visiteurs, un afflux dont profitent les commerçants. Au total, 350 bénévoles travaillent d'arrache-pied sur ce festival. Tous les corps de métier sont mis à contribution pour donner à la terre de Gascogne les allures du Far West. Nous, ce que nous adorons faire travailler, c'est les fonctionnaires en plus. Donc, il y a beaucoup de fonctionnaires, enseignants, employés de banque, toute catégorie sociale, et ça fait un amalgame vraiment détonnant. Cette année, le parrain est Robert Conrad, héros de la série télévisée Les Mystères de l'Ouest et cavalier émérite qui a fait du rodéo. Qu'allez-vous faire dans ce festival? Vous avez un cheval? Je vais le chevaucher comme un fou. Robert Conrad va aussi apprécier les violons et guitares de la musique country. Avant même le début des réjouissances, il ne peut s'empêcher d'esquisser quelques pas de danse. Musique encore avec une autre ambiance, mais les rencontres internationales de luthiers et de maîtres sonneurs jusqu'à demain soir dans le Berry. Ce beau festival de musique traditionnelle avec de magnifiques instruments attire des dizaines de milliers de spectateurs tous les ans. C'est à Saint-Chartier dans l'Indre. Reportage d'Olivier Bertrand et Emmanuel Sarr. Saint-Chartier, chaque été depuis 20 ans, c'est un château comme assiégé par une bruyante armée. La vielle, ici, c'est l'instrument vedette. Apparu il y a plus de 1000 ans, reconnaissable à ce son aigrelé, la vielle, en dehors des balles de campagne, avait quasiment disparu jusqu'à sa renaissance, voilà une vingtaine d'années. Personnellement, j'ai commencé à jouer à 45 ans, moi. Je n'avais pas fait de musique avant. Comme on ne trouvait pas d'instrument à l'époque, j'ai fabriqué mon instrument et j'ai continué à jouer comme ça. Voilà. Instrument à 6 cordes frottées, tout le secret pour bien en jouer réside, paraît-il, dans le coup de manivelle. Est-ce qu'on peut tout faire? Presque, ah oui. On peut faire du rock, on peut faire du jazz, on peut faire plein de choses. Vous arrivez à donner un rythme rock avec une vielle? Pas encore. Je suis pas encore assez calée. Mais oui, on arrive facilement à... On peut faire de la salsa, on peut faire plein de choses avec ça. Instrument à écouter, la vielle, le temps du festival, retrouve aussi sa fonction première, faire danser. Alors tous les après-midi, cours de bourrée. Traditionnellement, ou bien traditionnellement, on a deux types de bourrées. La bourrée à 2 temps et la bourrée à 3 temps. La vielle pour la bourrée à 2 temps, ça va faire ça. Et une 3 temps, ça fait comme ça. Après, il suffit de suivre le rythme du vielleux. Et à Saint-Chartier, les bourrées peuvent durer très, très longtemps. Et après cette belle musique, comme promis, un grand bol d'air pour terminer ce journal au milieu d'un splendide paysage et en compagnie d'Alain Darchy. Il adore la montagne, vous le savez, notre caméraman au béret, notre journaliste caméraman au béret, et il nous emmène aujourd'hui dans les Hautes-Alpes. Il y a là-bas des refuges de haute montagne. Ils sont souvent ravitaillés par des porteurs qui font toujours le chemin à pied. Reportage et très belles images d'Alain Darchy. Ouais! Voilà, Caro! Bien! Ouais! Là, il faut les enfoirés. Perdu! Je l'ai bien glissé, là, c'est bien. Altitude 2511 mètres. Une partie de pétanque au milieu des glaciers, ce n'est pas banal. Surtout après 4 heures de grimpe, chargés comme des mulets. Elle le tombe dessus. Oh, c'est carton plein. Excuse-moi. Le portage dans l'Oisan a toujours existé. Et donc, on a gardé cette tradition de portage dans le cadre des refuges. On a toujours besoin du dos de l'homme pour se ravitailler. Maître des lieux, Raoul, gardien du refuge. Ici, c'est très sauvage. Il n'y a pas de téléphérique, il n'y a rien. C'est couru par les alpinistes, c'est couru
par tous les randonneurs aussi. Il y en a qui montent là. On essaye de faire le mieux possible avec les difficultés que ça comporte. Bon, le portage sert avant tout à amener du frais, du pain. Amener une salade composée ici avec des légumes frais, c'est pas évident. Bon, ben, ils me rendent service, bénévolement, par amitié. Ce sont bons montagnards. Toujours. Les porteurs en général sont toujours des bons montagnards. Parce que de toute façon, pour poser le pied avec une charge sur un pierrier ou un névé, il faut être bon montagnard parce qu'une charge de 30 kg, 40 kg, ça ne pardonne pas si on glisse. Il faut avoir le pied rond. Il faut être très instinctif et naturellement instinctif dans la montagne. Ça ne se calcule pas, ça. Donc c'est des gens entraînés et qui aiment ça, qui aiment marcher. Il n'y a que nos jambes et le dos pour porter. Le chemin avait commencé à aile froide, 1000 mètres plus bas. Avec les 2 chevaux de Jean-Paul, ils viennent des Pyrénées, des Mérins. On les a mis dedans, les pains. C'est vrai qu'on s'est aperçu qu'on pouvait le faire avec des chevaux. Il fallait avoir des chevaux qui aient un pied sûr, qui soient capables qui ne paniquent pas dans la montée, qui soient aussi capables de porter des charges assez lourdes. Et le Mérin, je pense, était le cheval le plus adapté à ce genre de circuit en montagne. On peut le diriger, mais c'est lui qui choisit où il va mettre son pied. C'est lui qui choisit l'endroit le plus adéquat pour sa montée, quoi. Et il faut qu'il cale ses pieds tranquillement. C'est lui qui fait l'effort, donc à un moment, on ne peut pas le diriger. Vos ancêtres, eux, faisaient du portage? Ah, ils faisaient du portage à dos d'homme, oui, beaucoup. Tous les refuges qui ont été construits et tout, avant, ils le faisaient, il n'y avait pas d'hélicoptère, il n'y avait pas vraiment de chevaux. Ils le faisaient à dos d'homme, c'est clair. Ils montaient tout, les cuisinières, tout, le ciment, tout sur le dos. C'était des paysans, ah oui. C'est sûr qu'ils avaient le soin à faire et tout ça en bas. Alors ils allaient à la faux et tout. Donc entre deux, ils prenaient le temps d'aller porter. Comme ses ancêtres régissent à des animaux, un cheval, quelques vaches et des brebis qui passent l'été à l'alpage. Pour Jean-Paul, ce sont les abeilles, le meilleur miel de la vallée, et c'est comme ça depuis des siècles. Je pense qu'il passait beaucoup de temps en montagne, beaucoup plus que maintenant. Ne serait-ce que pour surveiller les bêtes, pour aller les chercher, pour les redescendre, pour leur donner le sel, tout ça. Les porteurs, c'était plus destiné aux clients, quoi. Le client n'avait pas de charge. Il y avait derrière le porteur qui portait les effets, la nourriture du client. Alors nous, on ne fait pas le même travail, on fait plutôt un travail de ravitaillement en altitude, sur le refuge lui-même. Au-dessous du refuge, 300 mètres d'à pic. Les chevaux n'iront pas plus loin. Les charges changent de dos. En pays montagnard, le goût de l'effort s'apprend très tôt. Mon père était guide de haute montagne. Et quand j'étais gamin, j'ai fait la traversée du Pelvoux avec mon papa. J'avais 9 ans et demi. Et donc mon père m'a appris à aimer la montagne. Je la connais bien. Ça va, c'est bien. Moi, je sais pas, je dois monter peut-être une quarantaine de fois, 50aine de fois dans l'été. Tête à gauche. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait toutes les voies normales du massif. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de grimper, on se contente d'aller au refuge. On se retrouve dans un univers un peu féerique, minéral. L'image nous reste. C'est vrai que c'est un peu la fête quand on est temps. Oui!
Belle ambiance. Avant de vous quitter, une dernière information. Michael Schumacher est déjà sorti de l'hôpital ce matin, 48 heures à peine après son terrible accident sur le circuit de Silverstone. Avec sa fracture, il ne devrait pas reprendre le volant de sa Ferrari avant 3 mois. Il ne sera pas remplacé par Jean Alesi, comme on l'espérait, mais sans doute par Mika Salo. Des pilotes de Formule 1 qui sont de véritables héros. Ils risquent leur vie à chaque course. C'est l'un d'entre eux, l'un des plus grands. Il disparu il y a 5 ans, dont Julien, 21 ans, a choisi de nous parler parmi les événements du siècle qui l'ont marqué. Dans le cadre de notre décompte vers l'an 2000, Christelle Chiroux l'a rencontré dans le Lot. Moi, surtout, ce qui m'a marqué, c'est surtout en matière de sport mécanique, la mort de Ayrton Senna, qui s'est projeté à plus de 250 km/h dans un mur au circuit de Imola, qui d'ailleurs a gardé son nom de ce virage. Ça a été vraiment un moment émouvant pour son pays et pour la Formule 1 en général. Et d'ailleurs, ça a servi pour sécuriser les circuits en général. Et d'ailleurs, il restera dans la mémoire de tous les passionnés de Formule 1. Ayrton Senna et son souvenir et son accident parmi les grands événements du siècle, selon Julien. Un petit mot de la bourse, comme tous les jours. Eh bien, elle baisse à la veille du 14 juillet. Elle baisse assez fortement en ce moment, de 1,07%. Ça peut changer avant ce soir. Dans un instant, la météo de Catherine Laborde. À 20h, Patrick Poivre d'Arvor. Demain, on se retrouve quelques minutes vers 1h moins 10 avant l'interview traditionnelle du président de la République à 13h pile en direct de l'Élysée pour le 14 juillet. Et puis demain matin, je vous le rappelle, il y aura le défilé comme d'habitude avec Jean-Claude Narcy et Charles Villeneuve. Je vous souhaite un bon après-midi, une bonne fête du 13 juillet au soir si vous faites la fête dès ce soir. Au revoir et à demain. Avec TF1, retrouvez l'actualité 24 heures sur 24 sur Internet, tf1.fr ou en téléphonant au 0836 68 10 00. Ce soir, cinéma à 20h55, mes meilleurs copains. Gérard Lanvin, Jean-Pierre Bacry, Christian Clavier, Philippe Corsan et Marianne Chazelle dans une comédie culte de Jean-Marie Poiré. Il faut que tu couches avec elle, enfin une bonne fois pour toutes.